Bref, le modèle français promeut formellement la laïcité, mais l'esprit de sa conception repose en même temps sur les mécanismes de l'assimilation. Par cet antagonisme, on peut déduire que le modèle français manque de lignes directrices claires. Le modèle français dit de l'universalisme est un héritage des siècles passés. Ce pléonasme est important à souligner car il permet de restituer le contexte dans lequel il a été conçu. Ainsi, pour comprendre l'essence et le sens du modèle français dit de l'universalisme, il faut remonter au moins au XVe siècle dans le sillage des dynamiques de découverte et de conquête des nouvelles terres par les nations occidentales. Notamment, dès les premières rencontres ou confrontations avec les peuples du Nouveau Monde, les nations occidentales ont considéré que les cultures ne se valent pas. Dès lors, une hiérarchisation des cultures fut intellectuellement instaurée, avec précisément la culture des peuples dits civilisés en position supérieure, celle des peuples dits barbares en position intermédiaire et celle des peuples dits sauvages en position inférieure. Sur la base de la hiérarchisation des groupes humains, Francisco de Vitoria, l'un des principaux fondateurs du droit international moderne, évoque un postulat qui fut largement accepté dans les sphères des nations dites civilisées. D'après lui, c'est un droit naturel d'universaliser les normes des peuples civilisés, c'est-à-dire de diffuser les valeurs occidentales chez les peuples barbares et sauvages. Cette universalisation était la condition sine qua non pour accepter les peuples dits inférieurs dans le giron de la communauté internationale regroupant exclusivement les peuples civilisés. Précisément, pour intégrer cette communauté d'élite, les peuples dits inférieurs devaient assimiler les normes des peuples dits civilisés tout en renonçant concomitamment à leurs propres normes dites barbares, rustres et archaïques. L'universalisation des normes spécifiques, c'est-à-dire des particularités spécifiques, traduit ici l'exportation de ces normes, celles des nations civilisées, vers le reste du monde. Le sens de cette approche est donc centrifuge. Dans ce cas, l'univers n'entre pas dans l'espace physique de la nation. C'est plutôt la nation qui, à travers l'exportation de ces normes, s'impose au reste du monde. Ici, la nation ne s'érige pas en monde en miniature. Par métaphore, l'on ne parle pas d'universalisation de la nation,
mais plutôt de nationalisation de l'univers. Cette approche est donc contraire à celle analysée en première partie de cette thématique. Cette approche est donc de type purement assimilationniste. Dès lors, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que l'assimilationnisme est conforme ou alors compatible avec l'universalisme? Pour répondre à cette question, il faut principalement analyser la conformité de l'assimilationnisme avec le principe de l'égalité appliquée aux libertés. Le modèle français se fixe un idéal spécifique. C'est celui valorisant un faisceau ou alors un tunnel allant directement de l'individu à l'humanité. Par ce faisceau, l'individu est vu uniquement comme être humain. Ce faisceau direct est censé méconnaître, voire effacer les cellules ou alors les étapes intermédiaires qui sont, entre autres, la famille, la région, la nation, les diversités linguistiques, les diversités religieuses et la race. Cet effacement, au dessein très étrange, a pour objectif final d'empêcher l'émergence des communautés et de neutraliser toute forme de discrimination qui sont, entre autres, le népotisme, le communautarisme, le régionalisme, le nationalisme et le racisme. Ainsi, théoriquement, ce modèle ne reconnaît pas les communautés, mais l'individu dépouillé de toutes ses particularités et appartenances, qui sont, entre autres, la famille, la région, la nation d'origine, la religion et la couleur de peau. L'ingénierie des sciences sociales et humaines montre que cet idéal est fondamentalement irréalisable dans la pratique. A fortiori, prétendre ne pas reconnaître les communautés et les particularités est au moins une erreur de perspicacité, car le principe de l'assimilationnisme est consubstantiel au concept de communauté. Dans le cadre de cette analyse, l'assimilation renvoie ici directement aux particularités des Français de souche. En effet, les concepteurs de ce modèle les posent comme valeur de référence, comme centre de tropisme. Dès lors, les Français de souche forment factuellement une communauté. Donc, l'assimilationnisme fait prévaloir une seule communauté. C'est une communauté centrale dont les valeurs dites supérieures s'imposent à toutes les autres dans l'espace physique de la nation. Factuellement, la loi de 1905 sur la laïcité se pose comme élément correcteur de l'assimilationnisme. À y regarder de très près d'ailleurs, cette loi sonne comme un auto-désaveu du modèle français.
En l'occurrence, cet autodésaveu ébranle l'idéal du modèle français dont la position revendiquée ne porte que sur la reconnaissance de l'individu et non sur celle de ses particularités. En effet, cette loi séparant l'État du religieux permet à chaque individu d'exercer ou alors de pratiquer librement sa foi ou alors son culte religieux dans l'espace physique de la nation française. Et garantir le libre exercice de culte, c'est reconnaître une particularité de l'individu qui est ici d'ordre religieux. Or, rappelons qu'une communauté se forme lorsque plusieurs individus revendiquent implicitement ou explicitement des particularités spécifiques communes. Dès lors, avec cette loi, le modèle français reconnaît formellement au moins une communauté, c'est celle de la communauté religieuse. Par conséquent, celui qui invoque l'assimilationnisme ne peut en aucun cas, de près ou de loin, évoquer la laïcité, car les deux sont antagonistes. Bref, le modèle français promeut formellement la laïcité, mais l'esprit de sa conception repose en même temps sur les mécanismes de l'assimilation. Par cet antagonisme, on peut déduire que le modèle français manque de lignes directrices claires. Cette absence de clarté illustre une ambiguïté structurelle du modèle français. Elle ouvre des portes à diverses polémiques et controverses. Elle ouvre aussi des portes à des décisions subjectives, voire arbitraires. Et le sens de ces décisions dépend des atmosphères sociétales et politiques. La laïcité allège le modèle français de l'assimilationnisme, mais ne l'efface pas. C'est d'ailleurs cela qui explique précisément la présence d'une ambiguïté structurelle dans ce modèle. Et dans les faits, malgré l'ambiguïté, les particularités de la communauté des Français de souche demeurent la principale référence. Par conséquent, avec ou sans la laïcité, le modèle français ne respecte pas le principe fondamental de l'universalisme, celui de l'égalité appliquée aux libertés. L'ingénierie des sciences sociales et humaines montre que l'approche fondée sur l'assimilationnisme ne repose que sur l'application d'une autorité sectorielle de la morale. Rappelons qu'une autorité sectorielle de la morale ne peut produire qu'une liberté sectorielle. Précisément, c'est une forme de morale spécifique et propre à la communauté des Français de souche qui est appliquée sur l'espace de la nation française. Et donc, la liberté produite par ce type de morale ne peut être que spécifique. Ainsi, contrairement à l'approche centripète, le modèle français ne repose pas sur une autorité universelle de la morale. Il ne peut donc pas
produire une liberté universelle. Ceci est un deuxième argument illustrant l'incompatibilité du modèle français avec l'universalisme. L'absence d'un contrat social entre communautés, due notamment à la doctrine de l'assimilationnisme, et l'atrophie structurelle du champ de la morale peuvent être problématiques, surtout lorsqu'il est question, par exemple, de la liberté d'expression. C'est d'ailleurs dans cette configuration qu'il faut trouver les véritables causes aux terrifiants drames liés à la liberté d'expression survenue en France. L'assimilationnisme du modèle français, fondé nécessairement sur une atrophie structurelle de la raison, induit un suprémacisme culturel et un suprémacisme racial. Précisément, tant implicitement qu'explicitement, ce modèle fait valoir un racisme systémique. Implicitement, à cause de l'insuffisance, voire de l'absence d'outils produisant la force poussant l'individu directement jusqu'à son humanité. Ceci est d'ailleurs l'une des principales faiblesses de la philosophie des Lumières. Explicitement, d'abord dans l'esprit et les critères de sa conception, et ensuite dans sa structuration. Le modèle français de dynamique centrifuge, c'est-à-dire assimilationniste, est antagoniste à l'universalisme, élaboré et compatible à un contexte ancien, c'est-à-dire celui de la domination. Ce modèle n'est plus adapté au XXIe siècle. Il est une matrice d'instabilité endogène sociétale et d'impasse. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien.